Nous accueillons Olivier Besancenot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour évoquer la situation politique et sociale. Mais pour commencer cette première question, le président de la République est à Amiens pour 2 jours et il a déclaré tout à l'heure « Notre pays est trop négatif ». Il y a un discours vachement déprimé, même, a-t-il même dit. Est-ce que vous trouvez que le pays est trop négatif ? Non, je trouve pas. Je trouve qu'il y a une partie du pays qui lui dit non. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et je pense qu'il n'est pas habitué à ça. Il n'est pas habitué à ce qu'on lui dise non. Il ne le supporte pas, il ne le comprend pas. Et quand une partie du pays lui dit non, il a tendance à penser que c'est un problème pédagogique, d'explication. Donc il fait le service après-vente, en pensant qu'on n'a pas compris une nouvelle fois. Et ça passe pas, évidemment. Et là, toute sa prestation, ni plus ni moins, en gros, c'est la mentale, quoi. C'est un problème de mental. On n'a pas la mentale. Et on n'a pas besoin d'un moniteur de vente. On a besoin de réponses politiques aux problèmes qui sont posés. Et les services publics sont saturés, ils sont en train d'exploser. Il y a la question des retraites. Et puis, il y a un contexte de révolte contre la vie chère, qui est le point commun, d'ailleurs, avec la situation politique et sociale d'il y a 1 an. Parce que il y a maintenant 1 an, on a tendance à oublier, mais il y avait des situations quasiment insurrectionnelles autour de l'Élysée. Voilà. Et c'était aussi sur la question de la vie chère. C'est-à-dire une société où tout augmente, le niveau de vie augmente, les prix augmentent, tout sauf les salaires, sauf les pensions, sauf les allocations. Donc tout ça, c'est un cocktail un peu explosif. Ouais. Le président, dans cette fameuse déclaration là, sur le pays trop négatif, dit aussi on ne peut pas dire que le pays allait mieux il y a 20 ans. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne voit pas forcément le progrès, et qu'au fond, les choses s'améliorent et qu'on a peut-être du mal à Alors là, il fait pas dans l'originalité, parce que c'est toujours le discours qui consiste à dire ça va arriver, bougez pas, sois patient, ça arrive, 30 secondes, j'arrive. Bon, ça, les effets des politiques qui viennent demain, s'il est dans cette situation-là, ça veut dire qu'il est dans l'impasse. Ça veut dire qu'il est dans l'impasse, parce que là, il est rattrapé par l'urgence, par le réel, même à Amiens, on le voit avec les Whirlpool. Je veux dire, entre le discours, les explications, et puis les annonces attendues, concrètes, il n'y a rien. Il y a vraiment, il n'y a que dalle. Mais quand même, il n'y a que dalle. Pour les ex-Whirlpool, sans doute, puisque le repreneur la reprise a capoté. Là-dessus, vous avez raison. Mais globalement, le chômage a baissé en France. Et il y a des territoires de français où c'est quasiment le plein emploi. Il y a des secteurs où c'est le plein emploi, il y en a d'autres où c'est plus difficile. Effectivement, la Picardie, c'est compliqué. Donc dire que tout est noir, c'est aussi avoir une vision très unilatérale. Non, on peut juste être un peu pragmatique et objectif. C'est-à-dire que quand on essaye de présenter les choses dans leur globalité, le petit discours qui consiste à dire que l'emploi remonte et que le chômage baisse, c'est simplement oublier, par exemple, que les inactifs qui ne sont pas répertoriés dans le nombre de chômeurs et qui recherchent un emploi n'ont jamais été aussi forts dans ce pays. Ils ont même explosé. Il y a 1,5 million de personnes qui sont recensées au titre d'inactifs qui recherchent un emploi. Et je vous laisse évidemment deviner que la réforme sur l'assurance chômage, qui va probablement faire shooter 600 000 personnes de la possibilité de s'inscrire à Pôle emploi, évidemment va faire aussi baisser le nombre du chômage. Donc on peut faire croire qu'il y a moins de chômeurs en France. C'est pas la réalité, c'est pas la situation. Il y a des suppressions d'emplois à tout va dans les services publics. À la Poste, aujourd'hui, on continue à supprimer un emploi toutes les 4 heures, quand bien même la Poste touche le crédit d'impôt compétitivité emploi. Il y a des usines qui ferment. Ford a fermé, qui a touché par exemple 50 millions de subventions publiques, où travaillent mon camarade et ami Philippe Couton. Il y a aussi des secteurs où ça embauche. Tous les secteurs, alors dits nouveaux. Non, mais le problème, c'est qu'on peut faire des effets de loupe. Moi, je suis pas manichéen, mais quand vous essayez de faire croire, il y a l'industrie qui disparaît, mais il y a aussi d'autres secteurs qui. Oui, mais le problème, c'est pas moi qu'il faut l'expliquer. C'est à la société, à la population tout entière. Et mon petit doigt me dit que la population, elle ressent pas ça aujourd'hui, y compris dans un maximum de territoires, y compris dans des services d'ailleurs et des activités économiques tout à fait différentes. Tout à fait différentes. Et c'est là où il y a ce fameux décalage. Il aurait pu annoncer, y compris sur l'exemple de Whirlpool. Oui, je reviens sur les ordonnances que j'ai moi-même mis en place, qui fait qu'aujourd'hui, même les salariés de Whirlpool ont du mal à contester auprès de la justice la motivation économique du licenciement de ce groupe américain qui est en pleine santé financière. Voilà, il aurait pu dire ça. Il le fait pas. Comme on pourrait toujours être en droit d'attendre une loi d'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, elles existent. Prenez même l'exemple de Michelin. Michelin qui fait 1 milliard de bénéfices, qui a touché 70 millions du crédit d'impôt compétitif emploi. Je le répète parce que c'est l'argent de nos impôts. On le donne théoriquement pour créer de l'emploi. Il y a des groupes qui touchent ça, qui font des bénéfices, qui suppriment des emplois et qui ferment des usines. Que si Michelin n'avait pas eu ce CICE, il serait peut-être en une situation économique plus difficile. Donc, ce à quoi je voudrais qu'avec des aussi des emplois qui sont sauvés. La réalité, c'est qu'ils ont touché des emplois qui sont sauvés à Clermont-Ferrand. Non, mais c'est pas question. Non, mais il y a des usines qui ferment. C'est leur loi, c'est pas la mienne. Moi, je la contestais. On nous a expliqué qu'il fallait faire des cadeaux fiscaux à tout va aux plus grands employeurs pour créer de l'emploi. C'était la condition pour toucher l'argent de nos impôts.
Il y a des groupes qui touchent certains gens-là, qui non seulement ne créent pas d'emplois, mais ferment des Vous usines. avez aussi des petites On boîtes pourrait qui être en touchent droit le CICE, d'attendre, qui sont contentes de sans l'avoir, être qui sont contentes de l'avoir. anticapitaliste, sans être même de gauche. Un gouvernement qui, pour une fois, dise par exemple, on demande des comptes. Rendez-nous l'argent public qu'on vous a donné. Et on attaque d'ailleurs les groupes qui se gavent de bénéfices, par exemple, pour Mais détournement vous de fonds parlez toujours publics. des grands groupes, Olivier Besancenot. Il y a aussi des tas de boîtes moyennes qui touchent ce CICE, qui sont bien contents de l'avoir pour pouvoir justement envisager des C'est investissements. pas ce que les essayer petits de entrepreneurs solidifier. disent, c'est pas ce que les artisans disent. Oh, La plupart, justement, de ceux-là sont les premiers à expliquer que d'ailleurs, c'est les plus grands groupes qui en bénéficient. Et quand c'est pas le cas, de toute façon, vous avez la majorité des petites et moyennes entreprises qui travaillent pas directement pour le marché, mais qui travaillent pour des plus grands groupes. Évoquons Whirlpool, vous l'avez déjà fait, mais j'aimerais qu'on écoute maintenant deux anciens salariés de Whirlpool qui étaient très en colère aujourd'hui à Amiens et qui interpellent le président de la République. Regardez. Demain, on va être reçu. Demain, on va être reçu, ça va être à huis clos. Donc, vous ne saurez jamais la vérité. Et le poisson, il va être noyé par M. Macron en disant qu'il y a un repreneur qui s'appelle AGECO, qui aura 200 ou 250 ou 500 emplois sur le site de Whirlpool, comme il nous a fait il y a 2 ans. Simplement que c'est faux. Je suis désolé. Alors, soit que c'est une brêle, soit qu'il est naïf. Comment qu'on peut mettre 4 millions sur la table sans prendre de réserve ? Sans prendre de réserve, sans rien contrôler, 4 millions d'euros, l'argent du contribuable. Ouais, c'est une grosse escroquerie, c'est en bande organisée avec l'État, Whirlpool et tout. C'est carrément une grosse escroquerie. 200 personnes actuellement sont au chômage. Le président est venu, il nous garantissait 500 emplois. Non, il n'y a pas 500 emplois, il y a 200 personnes qui sont au chômage. Il y a 180 qui étaient repris par WN, 160 sont au chômage et 75 personnes en reclassement. Il y a plus de 200 personnes au chômage. Voilà. La colère est toujours là, hein. Évidemment. C'est une catastrophe sociale, évidemment une catastrophe industrielle, avec à l'origine, vous l'avez rappelé, une délocalisation, hein, c'est ce qui était prévu, en Pologne, hein, de la part de Whirlpool, et puis un rachat, et puis ça ne marche pas, et puis ça n'a pas marché. Mais au fond, est-ce que c'est la faute d'Emmanuel Macron, si ça ne marche pas? Écoutez, moi j'aime bien le discours qui consiste à dire 2 ans après, le président ne peut pas tout, mais dans ces cas-là, il avait qu'à fermer sa bouche. Hein. C'était le premier à dire moi je peux. C'était le premier à se rendre sur place à dire voilà, moi je peux. Il a essayé. Non, il a fait plus qu'essayer. Il était tout en jactance, tout en propos, tout en promesses. Évidemment, ça passe plus dans une région qui est hyper sinistrée. Les Goodyear, les Conti, les drames qui vont avec, dont on ne parle pas assez d'ailleurs. Hein. Il y a eu des suicides et chez les Conti et chez les Goodyear. C'est aussi ça, concrètement, un plan de licenciement. C'est aussi ça, le degré des vies humaines dont on parle. Quand on parle de saturation, pour comprendre la colère, la révolte qui est en train de monter, finalement de cette espèce de contestation globale qui est en train de voir le jour, et en effet, et qu'il a raison de craindre pour le 5, parce que ça ne va même pas s'arrêter au 5 d'ailleurs, pour ces raisons-là, c'est qu'il y a un espèce de ras-le-bol généralisé qui fait qu'on nous explique finalement qu'il n'y a plus d'argent, mais de l'argent dans la distribuer, mais toujours au même. Je veux dire, aujourd'hui, allez expliquer aux salariés de la RATP qui vont partir en grève le 5 décembre, leur justifier que le PDG peut s'augmenter de 50 millions. Au même moment, on vous explique que de toute façon, on n'a plus les moyens d'eux. Que la dotation du budget de l'Élysée explose, que la dotation des députés pour le logement augmente, que tout augmente dans ce secteur-là, sauf pour les mêmes. Les 0,1% de la population, les 500 premières fortunes de France, aujourd'hui, représentent 1/3 du PIB, à elles seules. C'est-à-dire que de l'argent, on en trouve toujours dans les caisses de l'État pour ces gens-là. Et quand il s'agit de créer des emplois ou d'augmenter les salaires dans les services publics, comme par exemple on le réclame dans le service public hospitalier, il n'y a plus personne et on est aux abonnés absents. Le 5 décembre, parlons-en tout de suite en effet. Il s'agit quand même pour la RATP, pour la SNCF, de défendre des régimes spéciaux. Alors, est-ce que ça va être populaire, ça? Non, mais alors là, j'arrête tout. Je crois que c'est Buzyn, je ne me trompe pas, qui a dit ça. Madame Buzyn. Madame Buzyn qui a dit ça, qu'il faut que les Français soient au courant que ceux qui vont manifester vont défendre leurs régimes spéciaux. Mais c'est une blague. Moi, je vais être en grève le 5, et pas que le 5. Et je ne suis pas concerné, je n'ai pas de régime spécial, d'accord? Je fais les 48. Et les régimes spéciaux, c'est quoi? C'est 3% des actifs. Il faut que tout le monde comprenne que cette réforme des retraites concerne absolument tout le monde, pour la simple et bonne raison qu'on va comptabiliser avec le système actuel votre retraite sur l'entièreté de votre carrière professionnelle. Et plus simplement, sur les meilleures années, quelles que soient ces meilleures années. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'à partir du moment où ça va être comptabilisé sur l'entièreté de votre carrière professionnelle, ça implique évidemment les années de plus bas salaire, voire les années de chômage, et que mécaniquement, vous gagnerez moins d'argent. Et ça,
Tout le monde est en train de le comprendre. Et c'est ça. Mais Olivier qui est en train de gêner le Besançon, gouvernement. effectivement, c'est un système universel où aujourd'hui il y a 42 régimes. On va vers un système. Enfin, le gouvernement veut aller vers un système universel, donc d'égalité entre. Il n'y a pas de souci là-dessus. entre tous les- Mais le Absolument. problème, c'est soit on le fait vers le bas, soit on le fait vers le haut. Moi, je suis pour le faire vers le haut. C'est ça la vraie différence. Donc, si vous êtes pour ce système-là, vous êtes plutôt pour l'application pour la nouvelle génération, c'est-à-dire ce qu'on appelle. Non, non. Moi, je suis chose- pour niveler du vers le grand-père. haut. Ça veut dire que il y a un moment, il y avait les 37 annuités et demie pour tous, qu'on soit dans le public ou dans le privé. C'est les réformes successives, en l'occurrence celle de 93 de mémoire, celle de Balladur, qu'on commençait à établir cette inéquité. Pour qu'en réalité on fasse quoi? Qu'on se bouffe la gueule entre nous au sein du monde du travail, en disant ah regardez ceux du public ils sont vachement privilégiés. Et en réalité chacun a son petit lot d'acquis Et à social. l'intérieur du public, Mais- il y a les régimes spéciaux. Oui, d'accord, ok. Et puis, il y a des acquis sociaux. Moi, j'appelle ça des acquis sociaux. Moi, le fait d'uniformiser, d'unifier, mais le problème, c'est le faire sur des bases qui bénéficient à tous. Et moi, j'estime, je vous expliquais par exemple que 0,01% de la population détient un tiers du PIB. On ne va pas me faire croire qu'on ne peut pas trouver 1% du PIB pour revenir aux 37 annuités et demie pour tous, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Donc- Là, il y aurait de donc nouveau vous êtes- l'égalité dont vous me vous parlez. êtes d'accord Et là, moi, pour- il n'y aurait pas de problème avec ça. D'accord, donc vous êtes quand même d'accord pour un système universel, mais vous pensez qu'il faut reporter Non, mais- l'application de ce système Mais- à la génération qui entrera sur le marché du Non, travail. non, je suis pas en train de vous dire ça. Le mot universel, j'aime bien parce qu'on a l'impression qu'il sort de la bouche de Macron. Mais quand Bah non, mais il l'appelle comme ça. nos anciens qui Universel, sont ça veut dire qu'il n'y a plus 42 régimes. nos anciens qui se sont battus pour la protection sociale, ils avaient une vision universelle de ce qu'était la protection sociale. Ils voulaient faire en sorte que les générations. Sauf qu'on a- dès, et pas- dès- dès le début, on a accordé des régimes particuliers. Oui, à parce que certaines c'était la professions. situation, y compris d'ailleurs dans des secteurs aujourd'hui comme les artisans, les commerçants, qu'on ne voulait pas non plus, parce que c'était aussi un peu complexe à l'époque. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que la retraite, on ne la donne pas, c'est pas un cadeau. On se la paye, notre retraite. Tous autant qu'on est, aux cotisants, on paye tous dans un pot commun pour avoir une partie de notre vie où, en effet, on échappe au travail. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, avec cette réforme, si elle passe, non seulement vous avez la garantie que mécaniquement, vous gagnerez moins qu'avec le système actuel, qui est déjà pas parfait, je vous l'accorde, mais vous aurez une autre garantie, Sauf pour les c'est plus que basses, comme le point... Sauf pour les plus basses retraites qui seront à 1 000 euros. Non, non, mais écoutez, franchement, trouvez-moi des gagnants avec Ah, cette moi, je vous réforme. dis ça. Mettez-les en avant, pour l'instant, ils n'arrivent même pas à les trouver. L'autre certitude que vous avez, qu'ils que disent vous eux, aurez, hein. c'est comme le point sera recomptabilisé chaque année, Ouais. vous serez dans l'incapacité de faire des projections de prévoir. sur voilà, de prévoir le degré exact de pension que vous allez toucher. Olivier Besancenot, on évoque beaucoup le spectre des grandes grèves de 1995, avant cette journée du 5 décembre. Vous aviez quel âge, vous, en 95 J'étais étudiant à la fac de Nanterre. Ouais. J'ai participé Mais vous à vous ça. souvenez du coup de ce Je m'en souviens moment? très très bien. Ouais. Ouais, c'était jubilatoire. Dans la rue, vous étiez Et c'était très compliqué. Je me souviens qu'au début, l'opinion était vent debout, soi-disant dans les sondages contre les grévistes, parce qu'en effet, là, Parce que c'était là, parce que il y c'était avait une note compliqué. d'ambiance, parce que La les gars, pagaille, il n'y avait ouais. plus de train, parce que Ouais. les grilles de la RATP, comme on l'a vu en septembre, étaient tirées. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu le covoiturage, les gens se reparlaient. Et puis, il y a eu la compréhension à un moment donné que ce plan, finalement, c'était un plan d'attaque massif contre la sécurité sociale. Et je me souviens, et je le redis à ceux qui nous regardent, que les cheminots à l'époque ont gagné en premier. Ils auraient pu s'arrêter. Ils auraient pu dire, nous, on n'est plus concernés et basta. Ils ont continué à faire grève. Pourquoi? Pour que il y ait le rejet global de cette réforme et que finalement cet acquis social continue à bénéficier à tous ceux qui sont dans le public comme dans le privé. Donc c'est pour ça que je vous dis que le 5, il y aura une mobilisation. Moi, j'ai pas de souci sur le 5 en tant que tel. Je pense que ça va être un succès. Mais c'est la suite. Il faut la préparer. Et il faut que tous ceux qui râlent en permanence, qui sont en colère contre le gouvernement, prennent leur courage un peu à deux mains en disant maintenant, il faut qu'on participe d'une manière ou d'une autre à cette Et c'est mobilisation. quoi, et c'est quoi un pensez que succès? Un succès, c'est quoi? Juste pour avoir une idée. De fait, parce que le gouvernement a décidé de cristalliser là-dessus, c'est sur la question de la réforme des retraites. Oui, d'accord, mais un succès, c'est beaucoup de monde dans la rue. C'est C'est le pensez quoi pur et simple. Vous pensez Voilà. que le pays... non, attendez, on s'est pas compris. Excusez-moi, Bruno, mais quand vous dites ce sera un succès, mais à partir de quoi c'est un succès? À partir du moment où il prend sa réforme, Non, il mais- la met à la poubelle. Ah, Vous voyez, d'accord. où il commence à bégayer comme Juppé a bégayé Donc à un vous moment pensez, donné en 95. donc Olivier Oui, je parle Besancenot, de ça. vous pensez que c'est possible qu'il y ait une grève pendant 3 ou 4 semaines? En 1995, il y a le mouvement dure du 24 novembre au 21 décembre, presque un mois. On peut avoir plusieurs jours de grève reconductible. Mais je pense qu'il va y avoir un espèce de mélange. Enfin, moi, je ne lis pas dans le mar de café, mais je pense qu'on peut avoir un espèce de mélange entre ce qu'avait été l'hiver 95 et le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'il y a le mouvement des Gilets jaunes qui est passé entre deux. Donc, pour répondre concrètement à la question que vous me posiez,
il y aura des grèves reconductibles, il y aura des manifestations de masse, il y aura des actions, il y aura des occupations, tout autant de choses que je ne peux pas deviner encore, parce qu'on ne peut jamais deviner d'avance ce que sera une mobilisation sociale, mais ce sera quelque chose de massif. Et en tous les cas, du côté de la gauche, à tous ceux qui regardent que sur les échéances électorales, je leur propose la chose suivante, c'est qu'avant de savoir comment on va faire l'année 2020 ensemble, voire l'année 2022, c'est qu'on termine ensemble l'année 2019 à la manière dont s'est terminé 95, c'est-à-dire par une victoire justement du mouvement social, c'est-à-dire un mouvement d'ensemble qui soit capable de faire reculer le gouvernement, en l'occurrence avoir le retrait de la réforme sur les retraites et puis d'augmenter les salaires, parce que dans le service public hospitalier, on parle de ça. On parle aussi de ça. On ne veut pas des primes pour diviser le personnel, avoir une prime en fonction du territoire où on se trouve, en fonction de la catégorie. Mais là, en l'occurrence, ils ont mis de l'argent sur la table. Hein. Non, mais là, c'est pareil. Quand même un peu. Non, mais mais pas écoutez, dire rien. mais quand on annonce une rallonge de 300 millions d'euros sur la même année où vous annoncez une économie de 900 millions d'euros, on peut faire le calcul vite fait, ça s'annonce pas, ça s'appelle pas un investissement. Ça s'appelle une économie qui sera moindre que prévu. Olivier Besancenot, restez avec nous encore quelques instants, parce que demain, on l'a évoqué, la situation de Whirlpool, mais il y aura quand même un moment important, puisque le président de la République va rencontrer d'anciens salariés de Whirlpool. Et avec vous, Jeanne, on va revenir sur les 2 précédentes visites d'Emmanuel Macron à Amiens. Il faut remonter pour cela 2 ans en arrière pour trouver donc ces 2 visites, en quelques mois d'ailleurs, autour des salariés de Whirlpool. Début 2017, les salariés de Whirlpool d'Amiens se mobilisent. Leur usine doit fermer, l'activité délocalisée. 290 emplois sont menacés. Le candidat Macron s'engage avant le premier tour à leur rendre visite. Il faudra attendre l'entre-deux tours, le 26 avril, pour qu'ils se rendent effectivement à Amiens. La visite commence le matin. Réunion avec l'intersyndicale à la chambre de commerce locale. Mais durant ces échanges, la nouvelle tombe. Son adversaire Marine Le Pen est en visite surprise à quelques kilomètres de là, sur le site de l'usine Whirlpool, au contact des salariés, accueillis en triomphe. Voilà, vous l'entendez, elle enchaîne selfie, embrassade. La matinée vire à la passe d'armes entre les 2 candidats. Je suis ici à ma place, exactement là où je dois être, au milieu des salariés de Whirlpool, au milieu de ces salariés qui résistent. Je ne suis pas en train de manger des petits fours avec quelques représentants qui en réalité ne représentent qu'eux-mêmes. Madame Le Pen, elle fait, elle, de l'utilisation politique, puisqu'elle va haranguer des militants politiques sur un parking. Avec l'intersyndicale, nous sommes convenus que je me rendrai cet après-midi pour rencontrer les salariés avec l'intersyndicale. Parce qu'il faut faire les choses dans cet ordre. Alors, il faudra attendre l'après-midi pour que le candidat Macron se rende lui aussi sur le site de l'usine. Et vous allez le voir, les sourires et les vivas du matin ont laissé place à ceci, des sifflets et de la colère. Emmanuel Macron est bousculé par les salariés. Une cohue de journalistes rend le dialogue compliqué entre les 2 parties. S'en suivent 40 minutes d'échange à l'écart entre Emmanuel Macron et les salariés. François Ruffin est là et aussi. Emmanuel Macron met en garde contre les promesses mensongères. Je ne vous promets pas des choses impossibles. Je n'ai fait aucune promesse d'estrade à l'instant. On m'avait entendu. Je n'ai pas promis que j'allais nationaliser Whirlpool, que j'allais interdire leur licenciement. Parce que ça n'est pas vrai. Mais je leur ai dit, je vous garantirai des conditions dignes. Je me battrai pour la reprise du site. Voilà, et il promet de trouver un repreneur. Oui, on l'a entendu, hein, et c'est fait quelques mois plus tard, début octobre, le candidat devenu président enfile son gilet jaune de visiteur, lui, pour venir dans l'usine. On l'avait oublié, cette image. Le gilet jaune visiteur. L'ambiance est beaucoup plus détendue, les sourires de rigueur. Et pour cause, à ses côtés, vous apercevez Nicolas Decailleux, industriel Picard, président du MENEF de la Somme. Il est le repreneur à ce moment-là que tout le monde attendait. Si nous sommes là aujourd'hui, s'il y a un avenir pour Whirlpool, c'est parce qu'il y a eu un projet, celui de M. Decailleux, qui nous l'a présenté, qui a convaincu à la fois le groupe Whirlpool et a convaincu aussi les salariés, les financeurs, et donne un avenir à l'entreprise et à une large majorité de salariés, puisque c'est autour de 270 salariés qui seront repris. Alors il y a tout de même à ce moment-là des inquiétudes qui subsistent, notamment sur le sort de nombreux intérimaires qui travaillent dans cette usine. Emmanuel Macron est d'ailleurs interpellé à ce moment-là par François Ruffin, le député à la France Insoumise de la Somme, à ce sujet. Mais les salariés, eux, veulent croire en ce projet. Écoutez. On a déjà plein de projets qui sont arrivés au mois de juillet et au mois d'août. Donc il y a des gens qui n'étaient pas prévus dans le projet initial qui veulent maintenant faire fabriquer leurs produits ici. C'est pour ça que je parle peut-être de 500, peut-être même 600 personnes. Ah, ça c'est beau. Voilà, il y a beaucoup d'espoir
Et je pense qu'on peut vraiment aller au bout. On y croit tous. Et toutes les entreprises sont le bienvenu. On a du personnel qui s'inquiète pas. Je pense qu'avec la petite visite d'aujourd'hui, normalement, les contrats devraient tomber à tomber. Et hélas, leur enthousiasme va être de courte durée lorsque l'usine ferme en 2018. Un peu plus de 160 salariés sont repris par WN, le nouveau nom de Whirlpool. Mais un an plus tard, l'entreprise connaît de très sérieux problèmes de trésorerie, placée en redressement judiciaire. Retour devant le tribunal de commerce l'été dernier qui valide une reprise partielle de l'entreprise par Ageco Agencement. 44 salariés seulement sont repris. Demain donc, le président de la République se rend à nouveau sur place pour un échange avec les ex-salariés. Une rencontre qui s'annonce de nouveau tendue. Merci beaucoup pour ce rappel donc, de ce dossier Whirlpool. On verra demain comment se passe cette rencontre. Un dernier mot, Olivier Besancenot. On a aperçu Marine Le Pen. C'était donc pendant la campagne présidentielle. Elle aussi, elle appelle au mouvement du 5 décembre. Elle est d'une certaine façon solidaire avec les futurs grévistes et manifestants. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pas grand-chose. Si ce n'est que pour moi, elle n'a jamais été dans le camp du mouvement ouvrier, qu'elle n'en fera jamais partie, ni elle, ni toute sa famille politique. Quand ça chauffe vraiment, ils sont toujours dans le même camp. Toujours les premiers à dire il faut en finir avec les piquets de grève, envoyer la police, envoyer les CRS. On soutient les gilets jaunes et puis 5 jours après, on change de discours. Il n'y a aucun avenir dans ce camp-là. C'est le pire ennemi des travailleurs. Merci beaucoup.